Mon dernier apprentissage, ça c'est vraiment cool. C'est que je pense que j'ai beaucoup été, notamment dans des histoires avec des gars, dans un truc qui est plus de l'ordre de la performance au début de ma sexualité. J'avais envie d'être le meilleur coup de la vie de la personne avec qui je couchais. Et plus que me dire, tiens, j'ai envie de passer un bon moment, je me disais, j'ai envie que cette personne me trouve trop cool. Je pense que j'ai tellement été matrixée par l'image que je voulais renvoyer que je me suis rarement posé la question de qu'est-ce que moi je voulais vraiment. Et je pense que du fait d'avoir des histoires là, cette année, j'ai couché avec des filles, je me suis rendu compte que, en tout cas dans les relations que j'ai eues avec ces filles, je n'étais pas du tout dans cette démarche-là. C'est-à-dire, il n'y a pas un seul moment où je me suis dit, là, je veux que cette personne se dise, je suis le best coup de sa vie. Genre, il y avait un truc beaucoup plus naturel. Je sais pas, c'est un truc qui venait de moi, de genre, j'ai trop envie de faire plaisir à la personne, mais c'est pas dans un but d'être cool. C'était vraiment genre, j'aime trop cette personne, j'ai trop envie qu'elle passe un bon moment, en fait. Enfin, c'est beaucoup plus, c'est beaucoup moins calculé, quoi. Bienvenue sur Terres Intimes, le podcast qui plonge dans l'intimité et la sexualité de personnes comme vous et moi. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans l'épisode spécial Noël 2023. J'espère que vous allez bien, chers intimes, en ce doux mois de décembre. Pour les épisodes spécial Noël, vous savez sûrement maintenant que j'aime à inviter anciens et anciennes de ce podcast ou des personnes que vous ne connaissez pas ou que vous ne croiserez qu'une seule fois dans ces épisodes. Je leur demande de nous parler de leur fierté, leurs défis et leurs amours de cette année. L'idée principale, c'est de réaliser ensemble un bilan, une occasion pour nous de découvrir ou de redécouvrir des chemins, des corps et des voix. Cette année, comme je vais vous l'expliquer avec mon propre bilan, la vie a fait que c'était un peu compliqué d'organiser cet épisode multiple, alors j'ai appelé Coraline, que vous connaissez déjà très bien. Et je lui ai demandé si on pouvait se retrouver, se poser dans son canapé et discuter de nous et de 2023. Juste pour le plaisir. Car même si je ne pouvais pas enchaîner les interviews, j'avais envie de vous retrouver et de vous partager nos terres intimes. J'espère que notre bilan vous plaira. Mais avant de commencer, j'avais envie de vous parler de cette fin d'année pour moi, parce que j'enregistre quand même cette introduction du Brésil où je vais vivre quelques aventures pendant un mois. Rien que de le dire, je trouve ça dingue. Je suis là, maintenant, au Brésil, à Sao Paulo, et le temps est chaud, la lumière est brillante, l'ambiance est à la joie. Et je vous avoue qu'elle est aussi à la caipirinha. Pour ce mois en Amérique latine, mon intention est simple, m'abandonner à vivre. Ça veut dire vivre sans anxiété, sans stress, sans attente, sans pression, juste vivre. Parce qu'après une année 2023 sous le signe de l'anxiété, j'ai envie de me concentrer sur tout ce que j'ai pu vivre de bon, de beau et de doux. Et cette année, il y en a eu beaucoup. Je peux décider de me concentrer sur les challenges ou je peux me concentrer sur l'amour, la sonothérapie, les cercles de femmes, sur tous les nouveaux épisodes de Terres Intimes que j'ai adoré réaliser, toutes les rencontres que ce podcast m'a offert, tous les voyages, les tendresses, les amitiés, les soirées à regarder Harry Potter avec ma sœur, les gaufres au Nutella sur la plage avec du champagne et des amis de cœur, les soutiens reçus de votre part et de la part de ma famille, de mes proches, la douceur et puis toutes les prises de conscience importantes et je dirais même souvent nécessaires qui s'invitent avec les challenges. Cette année, j'ai même appris à faire des cœurs sur les cappuccinos et je crois que ça veut dire beaucoup. Le Brésil, c'est le pays du oui, de la gratitude, de la danse et du sourire. Alors j'espère m'inspirer de toute cette énergie pour lâcher le mental, savourer chaque jour à pleines dents et respirer à plein poumon. Et je crois que je vous souhaite à vous aussi de vous poser et de faire votre bilan en n'oubliant pas de vous célébrer, de vous remercier et de repenser à toute la tendresse vécue. Maintenant, place à l'épisode. Avec Coraline, nous avons parlé de la réalité derrière le podcast indépendant, de vibrations, de sensualité, de la liberté de faire des fellations ou de ne pas en faire, ça c'est très important, de l'impact des blessures intérieures sur nos relations, et enfin de l'importance de mettre nos amitiés au rang de priorité. Bonne écoute. Salut Coraline. Salut Juliette. Ça va ? Ça va et toi ? Très bien, merci beaucoup de m'accueillir dans ta chambre avec une de tes amies qui est cachée dans ton lit pour faire genre on est dans un studio hyper professionnel. Ça me fait vraiment très plaisir, ça fait 2-3 mois qu'on ne s'est pas vus. C'est très triste. C'est très triste, je sais, on a une vie très très busy. Et en fait, comme tous les décembre de fin d'année depuis la création de ce podcast, j'aime faire un épisode bilan de Noël où j'invite plusieurs personnes qui font leur bilan. Et la vie fait que c'est quand même assez intense d'inviter 5 personnes. Et surtout que je pars au Brésil dans 3 jours, donc bref, petit timing un petit peu serré. Donc nous voilà toutes les deux à faire notre bilan de fin d'année pour Terres Intimes.
C'est super. Je suis très honorée d'avoir été la personne qui a été retenue parmi les 5 personnes. Ou c'est peut-être que j'étais genre juste la seule dispo en fait. Non, en fait, quand j'ai compris que ça allait être trop compliqué niveau orga, entre le taf, la préparation du voyage et tout, bah, il y a 2 personnes à qui j'ai dit, bah vas-y, on se refait un épisode un peu plus tard. Et moi, ce sera plus simple au niveau du montage et tout. Bref, je voulais commencer ce bilan en disant que être podcast indépendant, c'est vraiment une galère. Dis-moi, Juliette, pourrais-tu me raconter ta carrière de podcasteuse indépendante ? Qu'est-ce que ça implique finalement ? Ça implique beaucoup de travail seul à préparer les interviews, contacter les gens, faire du montage. Et donc là, il n'y a pas de nouvel épisode de Terres Intimes depuis septembre, par exemple, parce que j'ai quand même 3-4 interviews dans la boîte qu'il faut que je monte et que je n'ai pas encore monté. Donc la vie de podcasteuse indépendante est passionnante, pleine de rebondissements et de projets pour 2024. Mais c'est surtout que, si je ne m'abuse, c'est pas comme si c'était ton unique activité. Et du coup, c'est un truc que tu fais en plus de pas mal d'autres activités et qui nécessite quand même beaucoup, beaucoup de temps. Et si tu voulais vraiment avoir un flux continu de poster tout le temps de nouvelles choses, il faudrait que tu sois presque à temps plein au final. Ce que tu ne peux pas faire. Ouais, en gros, il faudrait, je sais pas, le montage d'un épisode, ça va me prendre... si c'est un épisode de Coraline qui va durer donc 2 heures. Car je parle beaucoup. J'ai beaucoup de conversations. Mais le montage, ça va me prendre 6 heures minimum par épisode pour la première écoute. Après, il y a l'enregistrement de l'intro, de la conclusion, l'envoi à l'ingé son, il y a la préparation de la com et tout. Et c'est vrai qu'en ce moment, j'ai pas trop le temps de faire 6 heures de montage. Mais pour cet épisode spécial Noël, je vais faire ce montage. Qui est d'ailleurs un épisode qui va être un petit peu chaotique. C'est important de le préciser. Mm-hmm. En fait, on a décidé de tchatcher avec les gens tout en tchatchant du fait qu'on s'est pas vu depuis 2-3 mois, donc il y a plein de choses qu'on sait pas l'une sur l'autre. Mm-hmm. Genre par exemple, j'ai appris que tu partais au Pérou et je ne sais pas pourquoi. Voilà. Bref, en tout cas pour la vie pro, ouais, cette année il y a eu pas mal de choses, mais les gens sont un peu au courant sur mon Instagram. Juliette fait la révolution parce que je suis une personne très humble. Et donc il y a vraiment, j'ai lancé cette année la sonothérapie, la pratique de la thérapie par le son avec des bols tibétains et tout. J'ai D'ailleurs, toujours pas pris mon rendez-vous. Bah non. Mais j'ai trop envie de me détendre en fait. Mais du coup, on va pas pouvoir faire ça avant que tu partes au Brésil et avant que je parte au Pérou. Non, parce que je pars après-demain. Oh là là, ok. Mais en tout cas, ouais, c'est vraiment... Ça se passe... Bah du coup, comment ça se passe depuis que t'as lancé ça ? T'as commencé à faire prendre des rendez-vous aux gens ? Genre, ça devient une pratique un peu genre quotidienne ? Je me rends pas compte de ton planning. En fait, je mets un planning à jour tous les débuts de mois parce que je fais... Enfin, mon cabinet, c'est chez moi parce que j'ai aussi déménagé avec mon chéri. Dans un appartement incroyable avec une baignoire encastrée, voilà. Il fallait absolument que je le cale. Ouais, en gros, donc j'ai rencontré un nouveau chéri parce que tout le monde sait que je me suis séparée il y a genre 1 an et demi, un peu plus d'1 an et demi. Et en fait, donc je suis retombée amoureuse d'un mec assez génial et on a emménagé ensemble il y a 2-3 mois et donc je fais mon cabinet dans cet appartement qui a une baignoire encastrée. Voilà, Coraline ne lâche pas l'affaire sur sa baignoire, mais moi non plus. Je dirais pas si j'ai chopé mon mec avant ou après d'avoir vu son appartement parce que ça risque de créer de l'ambiguïté. Et mais ouais, en gros, la sonothérapie, donc c'est un cabinet chez moi. Chaque début de mois, je mets les disponibilités en fonction de quand mon mec est dispo ou pas, par exemple, parce que je vais pas avoir des patients ou des clients à la maison quand il est là. Ce serait pas très cool pour eux. Et puis, les gens prennent rendez-vous, donc c'est des rendez-vous entre 1 heure et 1h30. Et il y a 20 minutes de discussion pour établir un peu les besoins de la personne. Et après, il y a un voyage sonore, une visualisation. Et puis, quand les personnes le décident, si elles le souhaitent ou pas, il y a un supplément massage du crâne qui s'avère être assez fou. J'avoue que elles ont l'air vraiment, les personnes finissent en marshmallow parce que c'est une pratique... pour tout ce qui est détente, tout ce qui est trouble du sommeil, mais ça met le cerveau dans des ondes de sommeil, ça détend le système parasympathique, donc le système nerveux et tout. Donc c'est vraiment une pratique assez folle, pardon. Et j'ai lancé les cercles de femmes aussi. T'as jamais fait de cercle de femmes non plus, t'es vraiment la pire des... Attends, j'ai autre question sur... C'est quoi le rapport entre la sonothérapie et le massage de crâne ? C'est juste, tu t'es dit on va faire 2 trucs cool en même temps ou il y a un lien direct ? Non, j'ai toujours trop kiffé faire des massages du crâne. Et on m'a beaucoup dit que j'étais douée. Mais c'est vrai que je crois que tu m'as déjà massé le crâne. C'est possible, encore. On pourrait d'ailleurs faire ça pendant le podcast, en fait. Pour des questions de détente. Des questions de relaxation totale. En fait, le massage du crâne, je trouve que ça détend énormément. C'est comme si ça détendait tout le corps. Et donc, à la fin la séance de sonothérapie pure, c'est vraiment une visualisation guidée pour se mettre dans un état un peu de conscience modifiée ou en tout cas se détendre et se poser dans l'instant présent. Après, il y a le voyage sonore où là, il y a de la musique et la personne, elle est un peu
en train de phaser et moi je lui fais un massage du crâne quand elle le souhaite et en fait ça permet de juste finir la détente quoi. Et ça se complète très bien. Dans les retours que j'ai en tout cas, c'est plutôt une bonne idée. Trop bien, ça a l'air d'être une super idée. Et ça, c'était ton idée. Genre, la plupart des gens qui font de la sonothérapie sont juste en mode pouf, on fait du son. Moi, je suis pas certaine que beaucoup de gens fassent du. Ouais, en fait, je me suis juste dit que j'avais envie de faire des trucs que je kiffe et le massage du crâne. En fait, j'ai massé pas mal de copines cet été et j'ai une amie qui voulait m'engager pour, pendant ses stages, faire des massages du crâne à ses patientes. Et donc, je me suis dit, bon, ok, ça marche vraiment bien si quelqu'un veut m'engager. Et donc, j'ai décidé de l'ajouter pour les personnes qui le souhaitent. Trop bien, c'est un beau package. Voilà. Je prendrai rendez-vous. Mais pour 2028 peut-être. On parlera de ton emploi du temps horrible dans quelques minutes. Mais en tout cas, pour finir sur les projets pro qui font que le podcast, c'est pas la seule chose, c'est les cercles de femmes sur la sexualité. Donc ça, j'ai commencé cette année, j'en organise un par mois. C'est ouf. Enfin, les cercles de femmes, c'est vraiment une des meilleures décisions parce que c'est vraiment des moments magiques. Et les portraits de fierté. Et après, à côté de ça, je fais de la musique, du chant et j'ai un travail. Waouh. Attends, t'as un autre travail ? Mais tu sais, là, j'ai travaillé pendant 4 mois dans un salon de thé. Mais non, je savais pas. Ah, mais t'es jamais allée à La Bossu ? Non. Ça s'appelle La Bossu, c'est un salon de thé que j'adore depuis genre 6-7 ans. Et là, j'ai fini l'émission de freelance et je cherche un travail en entreprise. Et entre les deux, je me suis dit, j'aime pas rien faire et c'est quand même bien d'avoir un travail un peu alimentaire quand même. Donc, j'ai commencé à travailler en tant que serveuse à La Bossu. Ok, trop bien. Il faut que je vienne, c'est où ? Bah, demain, c'est mon dernier jour. C'est métro Blanche, c'est rue Joseph Maistre, un truc comme ça. Mais oui, mais en fait, c'est marrant, je me suis fait cette réflexion il y a pas longtemps. C'est que parfois, alors dans des vies où on a des boulots qui sont hyper prenants, qui sont de l'ordre de la passion, on va dire, enfin, c'est vraiment des trucs qui sont qui demandent une responsabilité, un investissement. Des fois, je regrette presque l'époque où genre je faisais des jobs alimentaires que je trouvais cool, mais où j'avais zéro pression parce qu'en fait, je faisais que exécuter ce qu'on me disait. Et je me souviens que en fait, j'avais vachement une satisfaction de faire ces jobs-là. Genre, j'ai pas mal pendant mes études, je faisais beaucoup de services aussi. Je bossais dans un restaurant. J'ai continué un peu après, avant de me lancer. Et je sais que c'était super dur. Enfin, vraiment, c'est un truc où, pour le coup, il y a un truc très épuisant autant physiquement que mentalement. Mais il y avait une forme de satisfaction du fait qu'on te donne une tâche et que tu la réalises bien. Alors que là, maintenant, c'est moi-même qui me donne mes tâches. Enfin, c'est cool. Ouais. Mais des fois, j'ai envie que les gens me disent fais ça et je fais, tu vois. Et je trouve que c'est agréable en fait. Bah, c'est sûr que après 2 ans, 2 ans et demi de freelance où c'est quand même beaucoup d'indépendance et de se motiver soi-même, même si on travaille avec des gens. Là, ça me fait du bien. Après, je t'avoue que j'ai réécouté la bande-annonce de la saison 2 de Thérèse Intime il y a 1 an en me disant ok, bilan, donc je réécoute la bande-annonce. Et dans la bande-annonce, il y a une phrase que je dis, c'est j'ai envie de vraiment connaître ma valeur, ne pas mettre ma valeur dans les yeux des hommes notamment et juste de me l'attribuer. Et le thème de la valeur, ça a été un gros thème cette année pour moi. Et franchement, de faire autant d'années d'études, d'avoir autant de diplômes et d'être serveuse, ça m'a fait mal. Ok, oui, non, je comprends. Mais après, Mais tu sais pourquoi tu le fais. Ouais, je sais pourquoi je le fais, je sais pourquoi j'en suis là, je sais que c'est des choix que je fais parce que, justement, je pars 1 mois au Brésil, il fallait que je finalise un stage de fac pour avoir ma licence, donc c'était trop compliqué d'avoir un boulot pendant ces 4 mois, donc je me suis dit, vas-y, je veux pas rien faire, je fais ça. Donc je sais pourquoi je le fais, mais le thème de la valeur, de l'estime et tout ça, c'est vraiment un bon truc cette année. Et justement, hier, j'en parlais avec mon copain qui me disait, parce que je parlais de ma réussite professionnelle de cette année, je lui dis, en soi, j'ai pas trouvé de taf pour janvier, pour quand je reviens du Brésil, ça me prend un peu la tête. Il me disait, non, mais la réussite pro, c'est pas juste avoir un CDI, c'est juste regarde tout ce que t'as fait. Et d'ailleurs, c'était une bonne conversation avant d'arriver, parce que je suis arrivée en mode, ok, j'ai fait de la sonothérapie, des cercles de femmes et tout, et c'était pas parti pour ça. Oui, c'est ça, c'est qu'en fait, t'as accompli quand même plein de trucs, et c'est des tas de projets qui, je pense, mettent forcément du temps à se lancer. Mais par rapport à l'année dernière, je trouve que c'était vraiment au stade d'embryon au moment où on en parlait l'année dernière. Et en fait, t'as vraiment concrétisé toutes ces choses. Enfin, t'as mis absolument tout en place concrètement. Et je pense que c'est très logique que ça démarre pas tout de suite. Et je pense que c'est une bonne chose de se dire que t'as un truc à côté alimentaire, mais genre que tu sais que c'est temporaire en fait. Je trouve que c'est vraiment juste une question de temps. Oui, en plus, c'est dans un endroit que j'adore. L'équipe est ouf, les produits sont dingues. Enfin, ça fait grosse pub pour La Bossu, mais comme j'y vais depuis 8 ans et que je travaille là-bas, par La Bossu, par les brunchs. Mais donc voilà, donc bilan professionnel assez positif, pas mal de challenges personnels dans cette idée de transition de freelance
à boulot parce que mes missions de freelance se sont arrêtées, donc des déceptions aussi, enfin un peu challengeant. Mais l'année dernière, pendant le bilan de ton bilan de l'année dernière, tu nous parlais du passage de freelance à intermittence. Les gens doivent se demander pourquoi dans Terres Intimes on fait genre. C'est comme un bilan de compétences en fait. Mais c'est juste le petit passage pro avant de parler de relations, parce qu'il y a aussi des choses pertinentes à dire, je pense. Et puis pour que vous voyez un peu dans quel univers s'installe Terres Intimes et comment ça s'organise dans cette petite dynamique de un épisode tous les 6 mois dernièrement. Mais en 2024, il y a des gros projets. Anyway, toi, t'es passé. Anyway, petit spoil. En tout cas, j'ai vraiment très envie. Il y a pas mal de choses qui se mettent en place, donc c'est cool. Toi, t'es donc intermittente de spectacle maintenant, vidéaste. Avant, t'étais freelance. Oui. Comment s'est passée cette transition ? Bah super. Franchement, alors là, moi, je recommande à 200%. Hein. Allez-y. Non, mais vraiment, en fait, j'ai l'air de rigoler, mais en fait, c'est hyper premier degré. C'est trop bien. Ça met dans... Bah, ça fait quoi là ? C'est ma 2e année d'intermittence, du coup. Peut-être la première année, c'était un peu stressant parce qu'il y a une histoire de il faut valider un certain nombre d'heures. Et avant de l'avoir fait une année, je me demandais est-ce que la quantité de travail que je fais est suffisante ? Enfin, est-ce que je fais assez d'heures ? Est-ce que je vais pouvoir vraiment valider ça ? Est-ce qu'au final, je vais gagner autant, à peu près, je vais avoir la même aisance que quand j'étais freelance. Et en fait, c'est clairement similaire, on va dire. Je pense que je gagne à peu près pareil. C'est juste que c'est beaucoup plus simple en termes d'organisation financière pour moi, parce que je sais que tous les mois, j'ai un minimum garanti. Même si je vais travailler beaucoup moins un mois, ou d'un coup, je vais travailler beaucoup et d'un coup, plus du tout, et je sais que j'ai un minimum garanti. Et qui fait que c'est vachement plus simple à gérer. Enfin, c'est beaucoup plus sécurisant. Une fois que j'ai validé mes heures, je sais que j'ai au moins une année de tranquille et que j'ai pas de stress à avoir à ce niveau-là. Et ce que ça permet, c'est que ça me permet de faire des choix que je trouve vachement plus pertinents professionnellement, où je peux me permettre de me dire si je sens que je vais être dans une année où je vais valider mes heures. Par exemple, là, cette année, je devais avoir fait un certain nombre d'heures jusque février, et en septembre, j'avais fini toutes mes heures. Donc ça veut dire qu'en fait, à partir de septembre, j'étais dans une dynamique où je me disais, là maintenant, j'ai plus besoin d'accepter du travail que je considérais comme un peu plus alimentaire, ou on va dire du travail qui peut-être me passionne un peu moins, et que je peux me permettre de me garder ce temps pour déjà avoir un rythme de vie beaucoup plus correct, c'est-à-dire de pas être débordée par le taf tout le temps, ce qui a été le cas vraiment une bonne partie de l'année, que je peux me permettre de prendre plus le temps de bosser sur certains projets, de faire moins et mieux, quoi. C'est pas la même dynamique que quand on est freelance, où il y a vraiment une espèce de course à la thune tout le temps, course au projet, où il y a vraiment ce truc de tu travailles, tu gagnes de l'argent, tu travailles pas, tu gagnes rien. Et ça met dans une insécurité un peu permanente qui fait que c'est hyper compliqué de dire non à du boulot qu'on propose. Et moi, jusque-là, j'avais trop du mal. Je me disais, ce serait hyper ingrat de ma part de refuser n'importe quel taf, parce que déjà, c'est cool et c'est une chance de pouvoir travailler dans ce domaine-là, qui est un peu instable. Donc, vas-y, je vais pas faire la ouf et je vais pas commencer à refuser, des trucs. Ouais. Et le fait est que, du coup, toutes ces années de freelance, je pense que j'ai fait pas mal de taf qui me plaisaient pas du tout. Enfin, je pense qu'ils m'ont enrichi d'une certaine manière, mais qui étaient pas vraiment des choses qui me passionnaient. Et là, je sais que ce qui me plaît le plus ces derniers temps, c'est vraiment de réaliser des clips. Et ça prend vachement de temps, en vrai. Et donc de pouvoir avoir un équilibre où je fais plus ça et un peu moins d'autres jobs que je considère comme un peu moins chouettes, je trouve que c'est vraiment cool. Je sais que quand on s'était vu cet été, t'étais en burn-out. J'étais sous l'eau. C'était pas burn-out, c'est un mot, mais t'étais vraiment sous l'eau, et tu savais que l'intensité continuait pendant un mois. Et tu savais que ça s'arrêtait pas, quoi. Oui, c'est ça. En fait, ouais, c'était assez compliqué, parce que justement, je pense que comme c'était un moment de l'année où je savais pas encore si j'allais parfaitement valider mes heures ou quoi, je pense que j'ai accepté beaucoup de trucs, beaucoup de taf, et comme d'habitude, mon problème, c'est que je suis vraiment pas lucide sur le temps que les choses vont me prendre. Et je me retrouve à accepter beaucoup trop de trucs alors que je devrais pas, parce que ça ne rentre pas dans un emploi du temps. Et ça, je mets du temps un peu à me rendre compte. Et parfois, alors l'autre problématique, c'est en réalisant des clips, c'est assez compliqué parce que c'est souvent du coup des gens qui viennent à moi, qui me proposent des projets. Et la plupart du temps, c'est des gens qui ont des timings assez resserrés, qui ont des calendriers qui doivent tenir. Et très souvent, je me suis beaucoup adaptée aux gens, et je me suis dit, tiens, j'ai pas envie de louper cette opportunité, donc je vais faire en sorte de faire rentrer ce projet là-dedans. Et même si j'ai déjà mis l'autre truc, je vais quand même essayer, parce que j'ai pas envie de louper ce truc. Ouais. Genre, j'ai un peu toujours peur de rater des trucs. Et c'est un peu le truc là que j'essaie de me dire maintenant. Là, j'ai expérimenté ces 2 derniers mois un mode de vie beaucoup plus équilibré, où je travaille, mais où j'ai
où j'ai le temps de travailler, de faire d'autres choses, enfin, pas de faire que du travail, où c'est hyper équilibré entre ma vie perso, ma vie pro, des activités que je fais à côté. Et c'est vraiment un rythme qui me convient bien et où je sens que je travaille vraiment mieux. Ouais. Et du coup, je me suis dit que j'avais envie de rester un peu sur cette dynamique et d'apprendre un peu de ce truc-là et donc d'être capable de dire non à des choses, même si j'ai super envie de les faire, mais de réussir à être lucide là-dessus et de me dire que si quelqu'un a vraiment super envie de travailler avec moi pour un truc, voilà, la personne s'adaptera et si la personne ne veut pas s'adapter à d'autres contraintes, c'est pas grave, c'est que ça devait pas se faire. Enfin, avoir un truc où de lâcher un peu prise par rapport à tout ce truc-là et de pas toujours faire des choix par peur, ce que j'ai, je pense, pas mal fait. Mais du coup, là, je me suis vraiment rendu compte de ça parce que j'ai eu l'opportunité de me rendre compte qu'est-ce que c'était d'avoir une vie un peu plus cool et calme. Et je me suis dit, mais ça me va bien, en fait. Moi, j'aime trop dormir, en fait. J'aime trop dormir, j'aime trop rien faire, j'aime trop être à l'horizontale. C'est très, très cool. Ça fait une parfaite transition parce qu'hier, j'ai demandé sur Instagram s'il y avait des gens qui avaient des questions à poser si je faisais un bilan un peu de mon année et tout. Et il y a quelqu'un qui a posé comment faire pour... Parce que c'est une personne qui me connaît, qui sait que l'anxiété a été l'une de mes très bonnes amies cette année, qui dit comment tu gères anxiété, stress et épanouissement sexuel et amoureux. Et en fait, je parle de ça parce que tu dis... La question, t'as angoissé ou pas? Non. Je panique. Non, la question m'a fait rire parce que c'est une très bonne copine. Et cette année, j'en ai un peu parlé sur les réseaux de toute cette anxiété du fait d'avoir un boulot alimentaire mais qui suffit pas. Donc d'être clairement un peu dépendante à 28 ans de mes proches. Parce que comme j'ai été freelance, j'ai pas le chômage. Ça fait aussi partie des trucs un petit peu intéressants du freelance. Ouais. Donc même si j'ai bossé comme une tarée pendant 3 ans, là j'ai rien et tout. Et en fait je t'en parle parce que tu me dis, tu me dis de manière très poétique que tu aimes être à l'horizontale. Donc ça fait une transition un peu rigolote. Toi, comment personnellement tu gères quand t'as de l'anxiété? Comment t'arrives à donner de l'espace à tes relations? Mais écoute, c'est marrant que tu dises ça parce qu'en fait je m'étais pas trop posé la question, mais le fait est que pendant mon grand moment de débordement, en fait, j'avais pas de relation. Et c'est genre vraiment, j'étais extrêmement seule. Non, c'est pas vrai. J'étais pas seule, mais je pense que là, j'ai vraiment été dans un moment de débordement de vie qui a fait que j'avais pas du tout la place d'envisager quoi que ce soit. Après, je pense que je sais pas si c'est que ça. Je pense que j'avais peut-être aussi envie et besoin d'être plus seule en fait je sais pas, genre je pense que du coup, pour faire une autre petite transition vers le sujet des relations, du coup dans le dernier podcast dans lequel tu m'avais interviewée, j'étais folle amoureuse d'un garçon super chouette, on avait une super relation, on était dans une relation libre qui était très cool, enfin c'était vraiment une relation hyper épanouissante, mais il s'avère que j'ai terminé. Mais c'est pas grave, ça s'est très bien terminé en soi, ça s'est fini en début d'année et c'était une fin très douce et très, on va dire, très progressive, et en fait c'est pas du tout une rupture au sens littéral du terme, parce que c'est une personne qui est toujours vraiment dans ma vie, avec qui on entretient vraiment toujours un lien, une forme d'amitié. Donc disons que ça s'est plus arrêté d'un point de vue amoureux. Je pense que genre j'ai arrêté progressivement d'être amoureuse de lui, et du coup ça s'est terminé, et en fait j'ai réalisé que c'était une relation qui était quand même très prenante, dans le sens où, je sais pas, genre moi quand je m'investis dans une relation, j'ai vachement besoin de beaucoup communiquer, discuter, parler de la relation, et je pense que c'est un travail au final d'entretenir un lien à deux avec quelqu'un sur le long terme. Et donc en fait c'est une charge mentale d'une certaine manière, ça prend de l'espace, d'autant plus d'être dans une relation libre où du coup il y a des nouvelles choses qui se passent tout le temps, on discute un peu tout le temps de ça, c'était une relation un peu évolutive dans le sens où ça allait avec nos expériences qui arrivaient, donc ça a pris quand même beaucoup d'espace dans ma vie. L'année et demie on a été ensemble. Et je pense que ça m'a fait du bien aussi de me retrouver un moment seule et liée à personne. Et je me suis rendu compte que ça avait quand même libéré pas mal d'espace mental, que du coup j'ai comblé avec beaucoup de travail. Enfin, c'était pas du tout voulu en soi, il y a pas de lien de cause à effet, mais je me suis rendu compte qu'au final, là, à ce moment où j'ai tellement travaillé, j'aurais pas eu l'espace de mettre quelqu'un. Et après, genre, je me suis aussi rendu compte d'un truc, c'est que tellement c'était déséquilibré le rapport travail, pas d'équilibre, en fait, il y a juste du travail. Travail dans si, fête un peu quand même. Je fais quand même toujours un peu la fête avec mes amis. Et du coup, comme ce rapport était genre vraiment trop déséquilibré, je sais pas, pendant vraiment peut-être 4-5 mois, j'étais assez désintéressée de l'humanité, de manière générale. J'ai pas de désir, pas d'envie, en fait. Je sentais que
je sais pas, j'étais comme un peu ennuyée des gens, de tout. Il y avait personne qui me faisait vibrer, qui me donnait envie de vivre des choses. Alors que, je sais pas, il y a des périodes où j'ai l'impression que tout le monde peut me sembler envisageable. Genre vraiment. Ou je sais pas, et du coup, je me rends compte que c'est toujours un mélange de comment t'es toi dans ta vie et comment tu vas percevoir les autres et l'espace que tu peux donner à ça. Et je pense que j'étais vraiment juste dans un moment où j'avais pas trop cet espace, hein, concrètement. Du coup, c'est pour ça que je pense que moi, l'équilibre taf-relation, car c'était la question de base, je pense que c'est difficile que l'un n'impacte pas l'autre. Ou je sais pas ce que ça aurait donné, par exemple, si j'avais encore été dans une relation au moment où j'avais été débordée. Genre, je pense que forcément, il y aurait eu un déséquilibre un peu trop grand qui aurait fait que j'aurais privilégié plus un aspect que l'autre, et c'est un peu des vases communicants de genre ton énergie elle peut pas c'est incompressible, quoi, tu peux pas tout mettre. Ouais, t'as pas une énergie infinie, quoi. Et non. Et toi, Juliette? Dis-moi. Moi, j'ai senti la différence parce que finalement, la fin de mon ancienne relation, ça me prenait pas mal d'énergie quand même. Quand tu sens qu'une relation ne va plus très bien, je mettais une énergie mais de ouf envers cette relation. Et ça me parle ce que tu dis après, ça s'est pas passé pareil, mais c'est comme si je mettais mon énergie quand j'étais avec mon ex dans une direction, c'est la direction de ma relation, pour essayer de sauver la relation, de faire en sorte que ça se passe bien, donc de trouver des solutions, de communiquer, l'émotion, tout ça, de vraiment essayer de trouver des solutions. Et ça prenait de l'espace mental sur beaucoup d'autres choses. Après, j'avais des projets à côté, mais c'est comme si je me sentais oppressée. Enfin, je me sentais sous un poids il y a trop de choses à penser. Et en fait, quand on s'est séparés, c'est là où j'ai eu l'inspiration déjà, j'avais toutes les conversations avec toi sur la relation libre, l'amour, la définition, l'amitié. Donc ça, mon cerveau, il a fait tout. Et c'est pour ça que j'ai eu l'impression que toute l'énergie que je regagnais d'avoir cet espace, en fait, mental libre. Et c'est ce que j'ai dit un jour à une copine. Je lui ai dit, je retrouve mon calme mental. À pas me demander tous les jours, est-ce que ça a marché, est-ce que ça va pas marché, est-ce qu'on va s'en sortir. Donc ça m'a ouvert à l'amour, une sorte d'amour plus paisible avec des proches, un truc plus large. Et aujourd'hui, cette année où il y a quand même une grosse anxiété financière, je dirais que c'est l'année où il y a eu la plus grosse anxiété financière de ma vie, et des anxiétés par rapport à qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce que je vais trouver, est-ce que je vais trouver du taf, une anxiété que je gère mieux depuis peut-être quelques semaines, mais genre en octobre-novembre, ça a été un peu compliqué. Et par rapport à l'amour, alors est-ce que c'est parce que c'est le début de ma relation amoureuse, mais vraiment d'un chill, parce qu'en fait j'ai un mec pas du tout anxieux. D'ailleurs, un jour, on a une conversation, il m'a dit, écoute, n'essaye pas de me donner ton anxiété. Moi, j'en ai pas, en fait. Et en fait, lui, il est vraiment très chill. Et parfois, je lui dis, mais... Enfin, voilà, je discute de mon anxiété parce que j'ai cet espace avec lui. Et lui, il est vraiment très confiant. Et de fait d'être avec quelqu'un qui, dans sa vie, est très installé, genre, je le vois un peu comme un mec qui a un socle très solide, qui se donne lui-même. J'ai l'impression que la vie autour de lui peut être chamboulante. Lui, il va rester très, très carré, très structuré. Tel un rocher au milieu d'une mer déchaînée. Exactement. Alors, sa vie n'est pas une mer déchaînée aujourd'hui, donc c'est plus facile. Mais en tout cas, il a cette stabilité qui fait que, dans ma relation, j'ai pas eu besoin de mettre de l'énergie plus que nécessaire. Donc, mon énergie, j'ai vraiment l'impression de pouvoir la mettre dans mes projets, dans ma recherche de travail, dans ma gestion d'anxiété. Ça prend beaucoup d'énergie. Mais lui, c'est comme si ce que je lui donne, il me le rend. Donc ça circule vachement. Donc ça me prend rien. Mais oui, au final, c'était plus comme un espace, un genre de refuge dans lequel être bien. Et lâcher un peu tous tes problèmes et anxiété extérieure. Ouais, et je pouvais vraiment être... Bon, il y a des moments, je me suis dit, parce que je suis quand même quelqu'un qui se pose beaucoup de questions, où je me suis dit, mais est-ce qu'il va pas en avoir marre d'une meuf qui sait pas où elle va? Et en fait, quand je lui en parlais, lui il me disait, mais j'ai pas du tout l'impression que tu sais pas où tu vas, en fait. Tu sais très très bien où tu vas. Juste là, c'est un petit moment, il y a 2-3 mois, où c'est un peu flou, mais parce que t'as choisi tes priorités, la fac, la psycho, etc. Et en fait, pour lui, tout est carré dans sa tête. Tout est chill. Donc, mais oui, en fait, d'un point de vue extérieur... Moi, je pense qu'on est quand même souvent plus dur avec soi-même, et c'est dur quand on est soi-même traversé par tous ces trucs d'anxiété et qu'on voit un peu le bordel, tout se met en place, mais il y a pas encore d'accomplissement concret. Ça doit être assez dur parce qu'au final, il y a une énergie énorme que tu fournis, et donc
forcément t'as envie que ça marche et qu'il dirige ta vie. Exactement. Et c'est pas possible tout de suite, mais d'un point de vue extérieur, les gens se disent juste wow, ok, elle est trop déter, en fait, elle fait 1000 trucs et enfin tout semble très carré. C'est parce que t'as pas le revers de la médaille de tout ce que tu traverses et qui te fait galérer. C'est un peu ça. Donc lui, il est très. Donc je pense que dans ma relation, comment j'équilibre anxiété, intimité, déjà je me sens quand même très amoureuse. Donc et dans ma relation, je me sens très épanouie. Donc c'est un espace safe, un espace de sérénité. C'est vraiment la sérénité. Donc c'est comme ça que j'arrive à équilibrer, je pense. Mais c'est bien. Mais ça, je faudrait lui demander lui comment il gère une meuf anxieuse. J'en peux plus. En fait, on part plus au Brésil. Désolé bébé. Non, mais je me suis rendu compte de ce truc-là. Enfin, même pas que récemment, où j'aurai plusieurs moments dans ma vie où j'ai été amoureuse, où je me rends compte qu'en fait, les moments que tu passes à deux avec quelqu'un dont tu es hyper amoureux, si c'est vraiment un truc fort et intense, je pense, c'est vraiment pour moi un des rares moments où je réussis à être dans le méga instant présent. C'est-à-dire que je réussis à genre nexter, avoir des œillères vraiment sur tout le reste de ma vie. Genre, je suis vraiment capable de faire des dénis de une journée, être dans un lit à l'horizontale avec quelqu'un et juste chiller, être trop bien. Et je trouve que ça, c'est vraiment des moments où je réussis à oublier tout ce qui se passe à côté. Et du coup, c'est là où je pense que ça peut être parfois vachement un refuge, un espace de calme, parce que ça te focus sur l'instant présent et c'est presque méditatif finalement. Exactement. Parce que moi, ça m'arrive super rarement d'être dans l'instant présent. En général, il se passe 1000 trucs dans ma tête. Enfin, si je suis toute seule, mais genre je suis dans ma tête, je suis dans le passé, le futur, le tout. Alors que là, ok, je suis avec la personne et c'est l'amour finalement qui crée, mais c'est qui ça. crée cet espace. Non, mais c'est le côté où en fait les peurs elles viennent et l'anxiété elles viennent de et s'il se passait ça et s'il se passait ci, alors que si j'ai pu avoir des soucis financiers cette année, j'ai des personnes autour de moi qui sont présentes, donc déjà ça c'est une chance et un privilège de fou, mais c'est des personnes qui me mettent aucune pression, qui voient très bien que je bosse à fond. Donc voilà, c'était un peu l'apprentissage de la confiance, de la sérénité et dans mon intimité. Je suis avec quelqu'un qui me donne l'espace d'être moi et d'être stressée comme détendue. Et en fait, c'est comme si, genre, la liberté de pouvoir être stressée si je suis stressée ou d'être relax, enfin d'être moi-même, c'est ce que je lui disais un jour à mon chéri, je lui ai dit, j'ai l'impression de pouvoir montrer toutes mes facettes, sans qu'il y en ait une un peu préférée, quoi. Bon, je pense qu'il préfère celle où je suis chill, hein, mais il me le dit pas. Et donc ça, pour l'intimité, ça marche bien. Et après, elle me demandait dans la sexualité. Et dans la sexualité, moi, ça va. J'arrive à bien... J'ai l'impression de m'être vraiment reconnectée au corps cette année, je pense, avec tous les cercles que j'ai pu faire, toutes les séances de sonothérapie où je me relaxe moi-même. En fait, je pense que je fais cette pratique pour me relaxer moi-même avec toutes les séances que je fais. Et elle s'endort d'ailleurs pendant ces séances. Ouais, je m'endors, c'est la personne qui prend le relais après. Et non, dans ma sexualité, c'est ça roule, quoi. Enfin, après... ça coule. C'est l'amour. Oui, c'est ça. Moi, c'est vrai que le cul, ça peut être aussi vachement un moment où tu peux être beaucoup dans l'instant présent. Enfin, quoi que je dis ça, non, ça m'est déjà arrivé de penser, de penser aux courses que j'allais faire juste après et à qu'est-ce que j'allais bouffer. Mais enfin, comme tout le monde, je pense, c'est des petits moments d'égarement. Mais c'est vrai que c'est quand même des moments qui sont propices à être super connecté à l'autre et être vraiment dans ce que tu vis et qui, de fait, peuvent te libérer d'angoisse. J'ai l'impression que c'est un peu un cercle vertueux. C'est de se mettre dans un état agréable va faire que genre tu vas te conditionner à être dans un état agréable et plus tu l'alimentes de manière positive, je pense que ça aide à sortir de l'état d'anxiété. Oui, je pense qu'il faut baiser contre l'anxiété. Non mais en fait moi ce que je voulais dire c'était que en fait moi ça m'est beaucoup arrivé de faire l'amour à des partenaires en relation en étant pas vraiment présente, pas vraiment dans mon corps. J'ai eu un début de sexualité très très chouette, mais j'ai aussi eu des périodes où j'ai complètement dissocié du corps pour plein de raisons différentes. Et en fait, ça m'a heurté énormément de vivre ces expériences et j'ai mis du temps à revenir dans le corps, à revenir dans les sensations. Et en fait... j'ai vu à quel point ne pas être vraiment présente ou ne pas prendre soin de ces moments ou faire l'amour quand j'en ai pas trop envie, etc., ça pouvait me heurter et donc heurter mes relations. Et donc, avec mon partenaire actuel, j'ai un peu fait le bilan de tout ça et je me suis vraiment dit, genre, je sais ce qui peut me heurter et nous heurter. Donc, je pense que je mets aussi une attention particulière à quand je fais l'amour à être vraiment présente là et à vérifier que l'autre soit vraiment présent parce que ça peut créer des petites failles, des petites fractures dans... Enfin, je sais pas ce que t'en penses. Oui, si, de fou. Le faire déjà quand on a vraiment envie.
Genre, c'est-à-dire, moi, je sais que ça, surtout dans des relations, il y a des moments où il peut y avoir une espèce de routine et de se dire, bah, ça peut arriver des fois que tu peux en avoir un peu envie, mais pas tant ou quoi. Et je sais pas, moi, ces derniers temps, je me suis dit, c'est des moments que je considère comme assez précieux. Et si je les vis, j'ai envie que bah, tout le monde ait trop envie de les vivre. Et si on n'est pas particulièrement à fond dans le truc, genre peut-être juste autant se faire des câlins et tranquille, quoi. Mais non, Ouais. c'est juste, non, si, à l'inverse, ça m'est déjà arrivé, genre, être avec des gens, on est un peu en mode, genre, on a un peu la flemme, mais j'ai un peu envie quand même, sinon on peut juste faire l'amour, mais mollement, tu vois. Genre, j'ai fait ça pas mal ces derniers temps. Ça marche trop. Ça marche très bien aussi. Mais disons, genre, enfin, il faut qu'il y ait un truc de. Et ça, genre, je sais que j'ai mis du temps aussi à me le dire, notamment, genre, du fait d'avoir été longtemps en couple. Il y a un peu une pression de se dire, mon couple va pas bien marcher si on fait pas l'amour 8 fois par jour. Ouais. Et... Attends, j'ai écouté une interview de Clara Morgan il y a Oui. pas longtemps qui disait que c'était vraiment la pire des conneries de dire qu'un couple marche bien si on fait l'amour 3 fois par semaine ou 4 fois par semaine. Oui, non, mais c'est complètement Elle con, dit c'est mais le genre, y truc a qui pas va de heurter règles. ta relation. Genre, tu peux ne pas faire l'amour pendant 1 mois et puis après un autre mois faire l'amour tout le temps. Et en fait, c'est vraiment là pour moi l'importance de savoir s'écouter et écouter ses envies. Et il y a des moments où oui, t'as pas envie de faire l'amour. T'as pas envie que ça dure 2 heures. T'as envie d'un petit truc doux, un peu moumou, mais hyper connecté, qui va beaucoup plus te relier, quoi. Oui, non, Si Clara Morgan le dit. Ah oui, non, mais c'est complètement con. Enfin, surtout faire des généralités sur des trucs qui sont aussi personnels, je trouve ça déjà extrêmement con. C'est des idées reçues qui sont très bêtes. Je veux dire, il y a des gens qui ont probablement envie de jamais coucher avec qui que ce soit et ils sont peut-être super contents. Et c'est cool. Enfin, je pense ce qui est bien, c'est. Après, en fait, ce qui est compliqué, c'est quand souvent ça implique 2 personnes, les relations de couple. Donc, c'est ce qui peut être compliqué, c'est quand il y a un décalage qu'une personne n'a pas envie et l'autre beaucoup plus. Je pense que ça, c'est peut-être plus compliqué à gérer. Mais il n'y a pas de règle. Si les deux sont très contents de absolument pas faire l'amour pendant des mois, grand bien leur face. Oui, l'important c'est la communication. Oui. T'avais pas dit dans ton podcast que c'était le secret de tout, la communication. Tu es Bouddha. C'est très insupportable de dire cette phrase d'ailleurs. Mais c'est toi qui l'avais dit. Oui, je sais. C'est pour ça. En même temps, dans toutes les relations que j'ai autour de moi, enfin pas mes relations, mais quand je vois des relations, la base, parfois ce qui manque, c'est la communication. Et oui. Donc c'est con. Mais moi, ça, je me suis rendu compte de ce truc-là. Oui, ça fait partie d'autres trucs. Je fais une petite transition, je raconte un peu ma vie. Voilà. Vas-y, parce que voilà, là, en fait, j'aime beaucoup parler. Et en gros, oui, je me suis rendu compte de ça que la communication dans une relation de couple, on va dire, j'arrivais toujours à l'instaurer. Enfin, toujours, j'ai été en couple 2 fois dans ma vie, en vrai, donc je vais me calmer. Mais à chaque fois, genre, j'ai réussi à vraiment être dans un espace de communication où c'était un peu, bah, moi, ce qui rendait, selon moi, la relation hyper profonde et vraie. Mais par contre, je me rendais compte que j'arrivais pas trop à faire ça pour d'autres types de relations un peu plus légères, on va dire, qui sont de l'ordre de... je sais pas, des relations un peu plus informelles où il n'y a pas forcément de couple, mais je sais pas, une personne que je vais voir régulièrement et on va coucher ensemble, il va y avoir un truc un peu d'amitié, plus ou quoi. Et je sais que souvent, c'est des espaces un peu d'entre-deux où j'avais peut-être du mal à parler, à communiquer, où j'avais peur de déranger l'autre, d'avoir l'air d'être une meuf relou, de vouloir parler des choses, parler de notre relation ou quoi. Vraiment, c'est ça. Genre, vachement, on a peur de passer pour la meuf relou et de vouloir toujours garder cette image de ouais, je suis une meuf cool, je m'en fous, en fait. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était très nuisible pour tout le monde. Enfin, surtout pour moi. Où moi, pour être bien dans une relation, j'ai besoin de parler, de verbaliser les choses, que ce soit clair. Et même si c'est pas clair, de dire que c'est pas clair. Et j'avais vachement cette peur, enfin, de créer un malaise. Et là, ces derniers temps, du coup, comme je suis sortie de ma grande phase de je fais plus rien avec personne, j'ai recommencé à avoir des relations avec d'autres personnes. Bah, y a un garçon que je connaissais déjà avant, avec qui j'ai actuellement une petite histoire cool. Et je suis super contente en fait de comment ce truc se passe parce que c'est pas une histoire il y a pas de couple. C'est un peu un entre-deux. Mais dès le début, j'ai eu absolument aucune gêne à parler de qu'est-ce que moi je voulais, qu'est-ce que je voulais de cette relation, quelles étaient mes intentions ou quoi. Et genre, il n'y a pas eu à un seul moment un truc qui faisait l'effet d'un faut qu'on parle. Je sais pas comment dire. Et ça, ce truc-là de me dire, bah non, maintenant, moi, je décide que j'ai envie que ça se passe de cette manière. Et même si ça va gêner la personne, au pire, si la personne est saoulée que j'aborde ce genre de sujet et va me trouver relou, bah, très bien, bye, tu vois. Ouais. Genre, c'est-à-dire que tu es une personne nulle. Non, mais j'exagère, mais disons que plutôt que d'être dans la suradaptation à l'autre, à me dire, ok, je veux pas heurter, j'ai envie de passer pour une meuf cool, bah en fait, non, à l'inverse, je dis, j'exprime ce que je veux. Et en fait, je pense que ça fait de moi quelqu'un d'encore plus séduisant.
Je suis complètement d'accord. Enfin, c'est disant, je sais pas si c'est le mot, mais c'est plus agréable d'avoir des gens en face qui savent ce qu'ils veulent et inversement, et d'ouvrir le dialogue. Et pour moi, ça me fait me sentir beaucoup plus proche des gens instantanément. Ouais. Et j'ai plus peur de gêner les gens. Genre, j'essaie de m'en foutre vraiment. Et ça marche vraiment bien. Plus je le fais, plus j'ai envie de le faire. Ouais, tu t'habitues à le faire. Je sais pas pourquoi je disais ça en fait. Mais je sais pas, on parlait de communication, c'est pas grave. Non, mais tu t'as dit que tu voulais raconter ta vie, t'es partie là-dedans. Ah oui, mais je trouve ça très intéressant. Moi, je sais que de toute façon, on s'entend bien parce qu'on parle toutes les deux beaucoup et qu'on a toutes les deux besoin de verbaliser pour créer du lien. Et moi, je sais que dans ma relation, ça me fait toujours peur. Quand j'ai toujours ce truc un peu de vas-y, je vais être la relou. Quand j'ai envie de parler d'un truc. C'est une pensée qui me traverse systématiquement, où j'ai peur d'être chiante parce que là, j'ai ressenti quelque chose, ça m'a un peu gênée, ou voilà. Mais je me force parce que je sais qu'avec mon partenaire, genre presque systématiquement, il va me remercier d'avoir parlé. Même si ça va le gêner et tout, lui il m'a dit, mais c'est tellement plus agréable d'être avec quelqu'un où tu sais ce qu'elle pense, tu sais ce qu'elle ressent, parce que en fait, ça donne des billes pour... et lui, il sait que ça va pas être dans 2 mois, je vais l'engueuler pour un truc qu'il a fait 2 mois avant où il savait pas parce que c'était caché et tout. Et ça, je pense que c'est un cadeau qu'on fait aux gens. Et donc, les personnes qui sont pas en mesure de recevoir ce cadeau, comme tu dis, bye. Et c'est pas des personnes nulles, mais c'est vrai que, en tout cas, si c'est notre besoin de communiquer, Oui, c'était très intense ce mot. Ouais. Ils ne sont pas nuls. Oui, je non, pas mais en adapter, tout cas, il y a quoi. quand même il y a arrêter de se suradapter pour des personnes qui sont pas pour la communication, sachant que communiquer de choses relationnelles, ça aide à communiquer dans des choses sexuelles, donc ça aide à passer des bons moments. Enfin, en fait, c'est juste la base de tout ça. Je voulais qu'on parle un peu d'un monde qui s'est ouvert pour toi, qui est le monde des meufs. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer, si t'en as envie, bien sûr, de ce qui se passe pour toi avec les femmes je de ce sais monde. pas, en fait. C'est vrai que je me suis rendu compte... Enfin, depuis le début de ma vie, je me suis toujours considérée comme grave hétéro. Parce que j'ai jamais envisagé que... Enfin, je sais pas, je savais que le concept d'être une meuf et de kiffer les meufs, ça existait. Mais ça me semblait être très lointain comme univers. Mais j'ai pas été comme... des filles qui savent qu'elles sont lesbiennes dès leurs 8 ans parce qu'elles sont amoureuses de leur meilleure pote. Moi, j'ai jamais eu ça. Mais pour autant, je sais que ces dernières années, enfin, depuis ma vingtaine déjà, genre, j'avais déjà eu des petites expériences avec des meufs, mais plus de l'ordre sexuel, d'exploration, découverte, un peu des trucs... j'avais raconté cette super histoire de plan A4 là. Oui, c'est vrai. Dans ton dernier podcast d'ailleurs. Genre, ça, je crois que c'était la première fois que je couchais avec une meuf d'ailleurs. Mais ça, je m'étais rendu compte typiquement à ce moment-là. Le gars, il m'intéressait pas dans l'affaire. Moi, c'était juste la meuf que je voulais pécho dans l'histoire. Déjà, je m'étais dit, ok, il y a un petit truc intéressant que je découvre, mais c'était toujours dans le cadre d'une relation avec des gars. Donc en fait, c'est pas du tout la même chose. Et après, j'avais eu d'autres histoires. J'avais couché avec une pote à un moment. Enfin bref, il se passait des petits trucs avec des meufs où je sentais que pouvait y avoir un truc qui m'intéressait, mais je le voyais plus dans un truc un peu auxiliaire, genre ok, c'est des petits trucs fun, mais mon cœur va vraiment vers les mecs, quoi. Même si j'ai toujours trouvé les filles magnifiques, genre. Mais je sais pas, j'avais vraiment un truc où ça me semblait émotionnellement pas naturel. Genre, je mettais vraiment les filles dans la catégorie amies et les mecs dans la catégorie mecs. Okay. Et je sais pas, ces derniers temps, j'ai commencé, j'ai eu une histoire avec une petite histoire avec une fille assez courte où il y a eu une espèce de petit crush réciproque où je me suis rendu compte que, ça n'a pas été comme mes autres expériences avec les filles, ça n'a pas été genre, waouh, j'ai contextuellement hyper envie de coucher avec cette personne parce qu'on est bourré qu'il est 3h du mat, c'était plus à l'inverse. Genre, j'ai rencontré cette personne et j'ai un peu eu un truc de genre, ok, waouh, je crush pour de vrai, genre émotionnellement, genre, c'était plus genre, j'ai pas envie de la ken, j'ai envie de lui faire des câlins, genre. C'était genre vraiment plus mignon, enfin plus de l'ordre émotionnel, et j'avais jamais ressenti ça avec des filles. Et je pense le fait de ressentir ça une fois, du coup, d'avoir vécu ce truc, qui au final, ça n'a pas été un truc qui a pu se faire concrètement vraiment, mais c'est juste le fait de ressentir ce truc-là, de me dire que c'était possible. C'est comme si d'un coup ça m'avait ouvert des portes où je me suis dit mais tout est possible. En fait, c'est-à-dire que avant il y avait la moitié du monde que je pouvais envisager, maintenant l'intégralité du monde que je peux envisager. Ça fait beaucoup de personnes. Et ouais, je sais pas, j'ai l'impression que mon regard a commencé à vachement changer là-dessus. Et j'ai commencé un peu plus à envisager cette option. Et je pense que depuis, ça m'est arrivé assez régulièrement de crocher comme ça sur des meufs.
Après, le fait est que, gros problème de ma vie, je pense que j'ai été, enfin oui, je sais, j'ai été éduquée comme une meuf hétéro. Et j'ai pas été éduquée à être dans la séduction avec les gens. Je crois qu'on en avait un peu parlé dans le dernier épisode où je me suis vachement rendu compte que avec les gars, il y a toujours eu cette dynamique de je me montre plus ou moins disponible, la personne en face vient me chercher. Mais rarement, c'est moi qui suis allée vers quelqu'un qui dit toi, ça part. Et ça, c'était bon. Déjà, même avec les mecs, commençais à me rendre compte que c'était un peu un truc qui m'embêtait parce qu'en fait, c'est comme un espèce d'énorme blocage où j'ai essayé d'analyser ça. Peut-être faudrait que j'aille voir un psy, je sais pas. Mais genre vraiment. Enfin, après, je comprends complètement. Vraiment, en tant que meuf, on est vraiment éduqué plus dans un truc d'objet de désir que objet désirant. Du coup, c'est, je pense, plus compliqué pour une meuf parce que il y a un peu, t'es éduqué comme un mec, t'es un peu, si tu veux pécho, t'as pas le choix, va falloir que t'y ailles, quoi. Alors que moi, j'ai jamais ressenti ça. C'était plus, de toute façon, ça se passe comme ça, on va venir vers moi, donc j'ai pas besoin de faire la démarche d'aller vers l'autre. Et je me suis rendu compte cette année, que j'avais envie un peu, j'aurais aimé reprendre un peu le contrôle sur ce qui m'arrive. C'est-à-dire, genre, être capable de prendre l'initiative d'aller moi-même vers les gens, de pas avoir peur d'exprimer des gens qui me plaisent, et, enfin, je sais pas, d'être capable de prendre des risques un peu. Moi, j'ai vraiment toujours été dans un truc où si je fais un move, c'est que vraiment je sais que. Ouais, un peu safe, quoi. Ouais, je sais que c'est un move safe où je vais réussir à donner des indices, mais c'est assez rare que j'arrive de manière hyper obvious, genre, ok, je suis folle amoureuse de toi en fait. Bon, en même temps, personne ne fait ça, c'est très gênant. Tu vois ça. Je pense que le problème, c'est que du coup, ce serait trop d'un coup pour moi. Ouais. Mais je suis pas habituée à faire ça, et en fait, je sais pas, ça me ferait trop l'effet d'un faux qu'on parle, et j'arrive pas du tout à banaliser ce truc-là et me dire, bah non, tu peux juste t'exprimer à quelqu'un qui te plaît, au pire, c'est pas le cas, c'est pas grave. Ouais. Mais je sais pas, je pense que j'ai une peur panique du malaise, et j'ai trop pas envie de mettre mal à l'aise les gens. Du coup, ça me terrifie l'idée de de gêner quelqu'un en lui exprimant ça. Donc draguer les nanas, c'est un peu plus compliqué. Exactement. Et du coup, en fait, je pense que en rentrant dans le game des meufs, déjà, t'as beaucoup moins ce truc qui est clair de... Enfin, comme l'hétérosexualité est considérée vraiment comme la norme, il y a plus un truc... je sais pas, tu sais que il y a un garçon, une fille, tu commences à te rapprocher, enfin, tu sais qu'il y a une espèce de terrain un peu logique. Alors qu'une fille, enfin, ça peut être ta pote, quoi. Genre, en fait, évidemment qu'avec les mecs aussi, mais enfin, c'est beaucoup moins... Je sais pas, je trouve que la limite est beaucoup plus ambiguë. C'est ce dont je me suis rendu compte vraiment, c'est que avec les filles, en fait, ça pouvait être, je sais pas, ça pouvait être juste une amitié super forte que tu commences à nouer avec quelqu'un, et en fait, tu te rends compte que de cette amitié découlent d'autres sentiments, d'autres émotions, et qu'en fait, la frontière entre genre tes amis et c'est plus, elle est hyper fine. Ouais. C'est que ça pourrait se passer, mais genre c'est pas noir ou blanc, c'est quoi, c'est vraiment tout me semble beaucoup plus fluide à ce niveau-là. Et du coup, la transition de quelque chose qui est de l'ordre de l'amitié à plus me mettrait trop mal à l'aise, en fait. Genre, ça me met trop mal à l'aise, le fait de genre dire à quelqu'un, toi, tiens, on est potes, de super amis, mais en fait, j'ai envie de te ken. Ça dit quoi? Voilà, en fait, j'ai pas les bonnes paroles, tu vois, ça ne marche pas. En fait, il faut vraiment que je les répète dans ma tête avant de dire ça. Mais enfin, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Là où, avec un mec, en fait, tout de suite, on sait tous très bien que mais c'est très clair. Hein. C'est très clair tout de suite. Alors que les copines, je sais pas, tu peux te masser, tu peux dormir ensemble, tu peux aller au cinéma, et tu sais pas à quel moment est-ce qu'elle est intéressée ou est-ce qu'on est juste bonne copine. Et je pense que ça, c'est assez compliqué. Et il y a des codes qui sont pas qu'on les mêmes. n'apprend pas quand tu... Enfin, moi, j'ai grandi en tant qu'hétérosexuelle. Dans mes pensées, s'il y a des choses aujourd'hui qui commencent à évoluer par rapport à ça, j'ai vraiment l'impression d'être dans un petit univers et de devoir ouvrir des fenêtres et comprendre ce qui se passe, et c'est pas facile du tout. Ah non, clairement pas. Et après, même au-delà de ça, au-delà de ce truc de rapprochement qu'il peut y avoir avec des amis, genre, je me suis aussi dit, même, je sais pas, genre dans le cadre d'une soirée, je vois une meuf qui me plaît, mais jamais je vais être capable d'aller tenter un move un peu genre me rapprocher d'être dans une logique de drague. En fait, ça, autant avec les mecs que les meufs, j'en suis pas capable, et je me rends compte qu'avec les meufs, je vais pas avoir la même chance qu'avec les gars, c'est-à-dire qu'on va venir à moi, vraiment. Et du coup, je pense qu'en fait, si j'ai vraiment envie de vivre des choses avec des filles, il va falloir que je sois un peu plus proactive dans l'affaire, sinon je m'endors bien. Moi, je te fais confiance pour trouver des solutions de proactivité avec toi, c'est sûr. Et je sais qu'en fait, et je me suis rendu compte qu'en fait, ça me ferait vachement de bien d'être capable, moi, d'exprimer un truc. Enfin, ce serait une manière de... Un peu comme ce que je disais tout à l'heure avec la manière dont j'ai envie de gérer mes relations avec des personnes, d'être capable de dire... d'exprimer ce que tu veux, ton ressenti, ton envie. Et après, c'est un peu à prendre ou à laisser, quoi. Et c'est un peu
Et pour moi, c'est un peu la même chose dans ces logiques de séduction, c'était d'être capable de dire à une personne qu'elle te plaît. Mais pour moi, genre, dire à quelqu'un que te plaît, genre, je trouve que c'est genre le summum de la vulnérabilité. C'est vraiment un truc de genre, ouais, je t'exprime vraiment un truc de ouf, quoi. Genre, non, mais genre, vraiment. Et je pense que ça a dû m'arriver plein de fois, tu vois, d'être dans des contextes, je sais pas, de soirée ou quoi, et de me dire, ah tiens, waouh, là, il y a un petit truc, et genre, je pourrais grave tenter un move, ou enfin, pas tenter un move hyper obvious non plus, mais tu vois, me mettre dans une logique de rapprochement, et rien que ça, je m'empêche automatiquement de le faire. Genre, j'ai grave des blocages et des peurs, et je trouve ça trop dommage, parce que j'aimerais bien être capable de prendre des risques et de pas juste éviter de vivre des trucs parce que j'ai trop peur de la recale, quoi. En plus, je suis sûre qu'il y a des phrases hyper délicates que tu peux dire et puis tu vas vite voir la réaction de la personne. Elle Bonjour, va te refroidir ou avec pas. toi. Non, par exemple. Non, mais voilà, j'ai un petit crush, je voulais savoir comment tu te sentais. Et puis en fait, si la personne. Non, mais tu vois, si la personne, elle te parle mal ou réagit mal, bon, bah, ça va vite te refroidir et t'auras même plus envie. Et puis si la personne, elle rigole en mode, bon, bah, moi, pas trop. Enfin, en fait, je pense que ça. Je peux commencer. Je pense qu'il faudrait que t'essayes. Tu as des jolis cheveux. Tu as des cheveux soyeux. Bonjour, tu es très jolie. Mais non, en fait, et je sais pas. En plus, je me suis rendu compte que je suis sûre et certaine que si je me faisais vraiment recaler par quelqu'un, chose qui m'est jamais arrivée puisque je me suis jamais mise dans une position où je me faisais recaler. Mais en fait, ça irait. En fait, ce que j'aime pas, c'est plus pas savoir. C'est l'espèce de zone de flou où tu sais pas trop si t'es en train de devenir meilleur pote avec quelqu'un ou si genre y a un truc, tu vois. Et ça, genre, je sais que moi, c'est plus cette zone de flou que je peux trouver désagréable. Alors qu'en fait, me prendre une bonne grosse recale, c'est non. Bah, au moins, c'est clair. Surtout que même, je me suis vraiment rendu compte, surtout d'autant plus avec les meufs, que c'est beaucoup plus fluide, comme ce que je disais là, qu'une histoire avec un gars où j'ai l'impression que des fois, tu vas te rapprocher d'un gars et c'est un peu, soit il se passe un truc entre nous, soit il se passe un truc sexuel, un truc relationnel de couple ou quoi, soit il se passe plus rien, tu vois. Il y a pas. Alors que je sais que la fille, par exemple, avec qui je me suis rapprochée là, où j'ai eu un petit déclic, au départ, c'est parti vraiment d'une amitié où au début, je me suis demandé si elle voulait que je devienne sa meilleure amie ou si juste elle voulait coucher avec moi. C'était vraiment un peu ce même genre de schéma. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était vraiment la personne que j'aimais en soi et que quelle que soit la relation qu'on avait, c'était une personne qui me plaisait et que j'avais envie de garder dans ma vie et quelle que soit la manière dont elle était présente dans ma vie. Et que, en fait, même si il s'avère que ce truc-là ça ne découle sur rien du tout, sur rien du tout, sur rien de l'ordre sexuel ou relationnel, amoureux ou quoi, en fait, c'est pas grave, il y a des tas d'autres formes de relations qui peuvent être hyper chouettes. Ce qui compte, c'est genre d'avoir un lien avec la personne, ça peut se transformer en de l'amitié ou quoi. Et je sais pas, tout me semble beaucoup plus fluide à ce niveau-là. Du coup, en fait, finalement, me faire recaler, ce serait pas si grave, parce que même, genre, je sais pas, je me faire recaler même pas pote, j'en sais rien, mais genre, c'est pas grave, en fait, genre, on reste pote et c'est trop cool, tu vois, genre, j'aurais, je pense, juste peur de me faire têche de la vie de la personne parce que panique et que leur peur que je l'agresse. Mais disons que j'aurais pas. Enfin, les conséquences d'une recale me terrifient pas. Et pourtant, je suis quand même bloquée. Donc, il faut que j'essaie de creuser quel est vraiment le truc qui se passe en moi qui fait que j'y arrive pas. C'est à explorer en 2024. Ouais. C'est quoi? On va passer aux questions de la fin. Question du bilan clair et net pour cet épisode de bilan spécial Noël 2023. C'est quoi ton plus grand apprentissage au niveau des relations amoureuses cette année? Amoureuse? Oh là là! Amoureuse ou relationnelle ou sexuelle, tu choisis, pardon. Je voulais pas te faire paniquer. Amoureux? Non, mais amoureuse, c'est juste que j'ai pas trop été amoureuse cette année. Ouais, donc, non, mais de cul, je peux parler de cul. Vas-y. Vite fait. Mon dernier apprentissage, ça c'est vraiment cool. Ah, ça c'est un vrai apprentissage. C'est que je pense que j'ai beaucoup été, notamment dans des histoires avec des gars, dans un truc qui est plus de l'ordre de la performance au début de ma sexualité. J'avais envie d'être le meilleur coup de la vie de la personne avec qui je couchais, ce que je trouve quand même assez malsain comme idée. Et plus que me dire tiens, j'ai envie de passer un bon moment, je me disais j'ai envie que cette personne me trouve trop cool, se dise waouh, cette personne je kiffe trop coucher avec, c'est incroyable, elle est hyper décomplexée, elle veut faire plein de bails et tout genre. Et en fait je pense que j'ai tellement été matrixée par l'image que je voulais renvoyer que je me suis rarement posé la question de qu'est-ce que moi je voulais vraiment. Et je pense que du fait d'avoir des histoires là, cette année, d'avoir plus d'histoires où genre j'ai couché avec des filles, je me suis rendu compte que, en tout cas dans les relations que j'ai eues avec ces filles, je n'étais pas du tout dans cette démarche-là. C'est-à-dire il n'y a pas un seul moment où je me suis dit
là, je veux que cette personne se dise, je suis le best coup de sa vie. Genre, il y avait un truc beaucoup plus naturel, beaucoup plus de l'ordre de l'altruisme, déjà d'un côté, où genre, j'avais super envie de donner du plaisir à la personne. Mais genre, vraiment, je sais pas, c'est un truc qui venait de moi, de genre, j'ai trop envie de faire plaisir à la personne, mais c'est pas dans un but d'être cool. C'était vraiment genre, j'aime trop cette personne, j'ai trop envie qu'elle passe un bon moment, en fait. Enfin, c'est beaucoup plus, c'est beaucoup moins calculé, quoi. Et même pour moi, genre, je réussis à être beaucoup plus dans un lâcher-prise et de me laisser aller au plaisir sans me poser 1000 questions. Ça me semblait vraiment plus naturel. Et je pense que j'ai débloqué ce truc-là du coup en couchant avec des filles parce que je sais pas trop pourquoi. Enfin, c'est peut-être logique d'une certaine manière. Oui, parce que tu sors de la norme hétéronormée qu'on t'a apprise depuis petite et ce truc de valeur dans le regard de l'homme, dans le désir de ta valeur existe si t'es le meilleur coup des hommes. Enfin, c'est ce qu'on nous apprend depuis petite. Donc avec une meuf, t'étais là en mode oh, terrain nouveau. Mais oui, mais je sais qu'en plus, justement, une meuf avec qui j'avais couché m'avait dit un truc du style non mais tu kiffes vraiment ou pas, parce que fais pas comme avec tes gadgets là où tu fais semblant que tu kiffes, hein. Avec moi c'est pour de vrai en fait. Tu vois, genre t'inquiète bébé, je kiffe. Et ouais, non, je pense que du coup j'ai ce truc là. Et du coup ce qui est super cool, c'est que j'ai eu d'autres, genre je continue à être attirée aussi par des garçons, vraiment d'où l'univers est possible. Et genre là la dernière histoire un peu de cul love que j'ai, je sens que mon rapport à la sexualité est mais totalement différent. Peut-être le pauvre d'ailleurs, mais parce qu'en fait, genre, je pense que ma priorité est que je passe un bon moment. Mais vraiment. C'est-à-dire que je suis pas là du tout à vouloir être le meilleur coup de sa vie. Je m'en fous totalement. Je m'en fous de ce qu'il va penser de moi. Genre, évidemment, j'ai envie que lui aussi passe un bon moment, mais je me force pas du tout à faire quoi que ce soit que j'ai pas envie de faire. Chose que j'avais tellement intégrée comme normale pendant beaucoup de mes relations, mais sans que personne m'y oblige, hein. C'est moi-même qui me suis imposé ce truc-là. Et là, du coup, avec cette personne, genre, dès le début, j'ai instauré une communication de genre, qu'est-ce que je veux pas. Et je me suis rendu compte qu'en fait, le fait est que, par exemple, avec un mec, il n'y a pas grand-chose que j'ai envie de faire. D'ailleurs, je peux revenir sur une phrase que j'avais dit dans mon premier podcast avec toi. Vas-y. Phrase où j'avais dit, tiens, ça a l'air d'être super de mettre un pénis dans sa bouche. Ouais. Spoiler alerte, en fait, flemme de fou, je crois que j'aime pas faire ça. Ah ouais? Ah mais non, mais vraiment, en fait, je me suis rendu compte de ça cette année. Enfin, contextuellement, je peux kiffer l'idée, mais si je prends du recul, en fait, non. Mais il y a plein de trucs, en fait, même, je sais pas, genre de plus en plus, genre le corps d'un mec me semble trop étranger. Genre, en fait, le fait d'avoir couché avec des meufs, je pense que ça m'a encore fait plus switcher vers ce truc-là, où je me rends compte que c'est trop bizarre, c'est hyper lointain. Et avant, je pense que cette différence pouvait un peu m'exciter. Et je pense que maintenant, ça a plus tendance à m'éloigner. Bizarrement. Et je sais pas, ça me semble de plus en plus absurde de mettre un pénis dans sa bouche, justement. Donc, en fait, maintenant, tu te dis vraiment, est-ce que j'ai vraiment envie de le faire ou pas? Avant, tu te posais peut-être moins la question. Non, du tout. C'était genre, on couche ensemble, évidemment, que je vais le sucer, en fait. Parce que c'est comme ça que ça se passe. Et en fait... Et là, je sais pas, genre, je me suis rendu compte que, non. Et genre, vraiment, et du coup, je me rends compte... Là, je suis vraiment, genre... Tous les derniers mecs avec qui j'ai couché, genre, vraiment, je fais pas d'efforts. Enfin, c'est même pas une question d'effort. Et je pense que... du coup, justement, la plupart de ces gars, justement, on en a un peu parlé. Moi, j'ai grave parlé de ce truc-là. Et la conclusion, c'est que du coup, genre, maintenant, genre, en tout cas, avec les mecs, j'ai un rapport hyper perso au cul. Genre, c'est-à-dire, je suis vraiment en mode, vas-y, poto, tu me mets bien. Et voilà, quoi. Mais c'est très honnête, tu vois, genre, les personnes peuvent me dire, ça se fait pas, c'est pas équilibré, tu devrais faire ça. Enfin, il n'y a pas un truc de donnant-donnant, tu vois. En fait, lui, il fait ce qu'il a envie de faire et toi, tu fais ce que tu as envie de faire. Et finalement, tu passes des bons moments. Et je passe des bons moments. Et lui, eux, ils passent des bons moments. C'est ça, mais du coup, la plupart des gars, je trouve ça sympa de s'occuper de moi. Moi, je trouve ça cool aussi. Mais surtout, du fait de l'admettre vraiment naturellement, tu vois, genre, je sais pas, genre, le premier gars avec qui vraiment je me suis rendu compte de ça, après qu'on ait couché ensemble, on était en train de discuter et tout, et je faisais un peu un bilan de ce qui s'était passé. J'étais là, genre, mais c'était vraiment cool, hein. Je suis désolée, je me suis pas trop préoccupée de toi, mais j'en avais pas trop envie, en fait. Enfin, et en fait, il était là, genre, ok, faire. Très bien. C'est que je peux rien dire, en fait, personne ne peut dire quoi que ce soit là-dessus. Et le fait est que si la personne n'est pas contente, au pire, ça se reproduira pas, tu vois. Mais du coup, parce que pour toi, juste s'occuper pas d'elle, c'est pas faire de fellation, mais en soi, oui, en soi, il y a un truc de partage. Plein de choses. Non, mais pas que, enfin, il y a plein de choses, mais du coup, enfin, il y a moins ce truc de genre, moi, je veux à tout prix donner du plaisir et mettre bien la personne en face. Genre, toute ma concentration va plus dans le fait que moi, j'ai envie de kiffer. Et du coup, qui est devenu un rapport assez égoïste, je l'entends. Je sais pas, parce que finalement, ça peut paraître égoïste, mais en fait, t'es
à l'écoute de toi-même. Et si tu couches avec quelqu'un qui est à l'écoute de lui-même ou d'elle-même, bah, ça va créer juste deux personnes qui sont à l'écoute d'elle et qui savent où est-ce qu'elle veut aller. Et ça va créer quelque chose en échange. Et je pense pas que t'en aies rien à foutre de comment se sent la personne en face. Non, du Donc, tout. Moi, c'est pas de l'égoïsme. On revient à j'arrête de faire ce que le patriarcat me dit, c'est-à-dire que les hommes, c'est le plus important. Il faut que tu t'occupes d'un homme parce que c'est très important. Mais juste en mode, là, moi, j'aimerais bien passer un bon moment, en fait. Et tiens, j'avais oublié. Donc, je pense pas que ça peut paraître cru ou dur quand tu le dis, mais parce que c'est étonnant dans une société comme la nôtre. Mais en fait, de juste te dire, j'ai envie d'avoir une belle sexualité et évidemment, je suis dans le respect de l'autre et dans l'écoute de l'autre, je pense pas que ce soit si terrible. Enfin, ne te dis pas que c'est si égoïste. Super. Mais je pense que ça peut étonner certaines personnes de l'entendre. Justement, je pense que les discussions que j'ai eues avec des gars là-dessus, il n'y a aucune personne qui était là genre en mode grosse connasse égoïste. Tu vois, c'était plus genre, je trouve que c'est très intéressant d'oser le dire, tu vois, bravo. Et... parce que les mecs moi, les mecs que j'ai pu rencontrer ou que j'ai pu croiser, ils n'ont pas du tout de mal à dire ça. Ouais. Mais toi, t'es une femme et tu oses dire je veux m'occuper de moi et je veux passer un bon moment. Et là, tu commences à t'auto-matrixer de oui, je suis pas égoïste. Mais en fait, il y en a beaucoup des mecs qui juste disent moi, je veux faire ce qui me plaît et je vais pas me forcer. Et ça leur paraît complètement naturel. Ouais, c'est comme si avant, j'avais assimilé le fait qu'en me forçant à faire des trucs un peu foufou, tu vois, genre, j'allais être vraiment genre la meuf trop cool et qu'en fait, oh là là, non, en fait, je suis pas cool à faire un truc dont j'ai la... Enfin... Ouais, non, c'est tellement pas sécurisant, c'est pas serein. Et en fait, je me sens beaucoup plus sereine dans mes rapports parce que je sens que j'ose dire ça. En fait, je sens que je suis vraiment de plus en plus dans un truc d'oser exprimer ce dont j'ai envie, ce dont j'ai pas envie. Et je pense que ça va avec un peu toutes ces réflexions sur le truc de la séduction. Je pense que ça, c'est un peu la dernière étape qui me reste, genre d'être capable d'exprimer mes envies, mes non-envies. Et je pense que ça, en tout cas, dans la sexualité, ça me fait grave du bien. C'est genre un espace que du coup, je vois vraiment comme quelque chose de serein parce que j'ai confiance en ma capacité à choisir ce que je veux vraiment faire. Mais du coup, pour revenir à cette histoire de cul, de genre moi qui n'ai pas envie de donner du gros kiff aux gens, aux mecs, c'est là où je me dis putain, c'est fou, c'est un peu radical parce que les fois où j'ai couché avec des meufs, c'était mais genre tellement pas ça. C'était plus l'inverse. Genre, je pense que j'ai recouché avec une pote récemment d'ailleurs, probable. Et genre vraiment c'était assez ouf parce que je pense que je prenais autant de plaisir, voire plus de plaisir à lui donner du plaisir, tu vois. Et à genre essayer de comprendre son corps, comment ça marche, tout ça. Enfin genre vraiment genre hyper passionnée par l'affaire. Chose que je ne ressens pas trop avec les mecs, je sais pas, et ça c'est peut-être dommage, tu vois, c'est que il y a pas mal de garçons avec qui j'ai couché où j'avais l'impression qu'ils avaient une conception très binaire du plaisir de genre ok, tu vas me toucher la bite, tu vas me sucer, enfin tout ça c'est genre ok, ça c'est mon plaisir, mais genre tout ce qui va avec, donc tout ce qui est plus de l'ordre de la tendresse, l'affection, ce genre de choses qui pour moi fait partie intégrante de la sexualité, c'était pas trop le cas. Du coup je me disais mais c'est super limité, moi si juste je touche ta teub, en fait, genre, je vais me faire chier au bout d'un moment, genre, c'est toujours la même chose, en fait, on s'emmerde. Et en plus, t'as l'air de te faire chier puisque t'es pas capable d'exprimer ce que tu veux, enfin, c'est de la merde. Je sais pas, alors, une meuf, genre, je sais pas, tu me touches la main, elle est genre, je suis genre, ok, vas-y, bébé, on y va. Je sais pas, c'est beaucoup, enfin, il y a un truc où, genre, j'ai l'impression d'être plus connectée, j'ai plus sur la même longueur d'onde. Il y a beaucoup plus d'espace pour la sensualité. Ouais. Et je pense que c'est dommage parce que la plupart des mecs devraient s'y essayer un peu plus. Après, je généralise, hein, mais il y a plein de mecs qui sont quand même un peu moins limité que ça, mais beaucoup de mecs sont éduqués de cette manière-là et ça va pas trop les intéresser qu'on leur caresse l'épaule dans le cadre d'un rapport sexuel, quoi. Et je trouve ça dommage parce que moi, c'est, je pense, tout ce qui constitue vraiment plus mon désir que la sexualité pure et dure, quoi. Okay. Ma dernière question, ce serait... Tu veux pas répondre à la question ? Ah, tu veux que mon plus grand apprentissage cette année dans les relations amoureuses ou sexuelles ? Je pense que c'est... le fait d'avoir trouvé quelqu'un aujourd'hui avec qui je me sens bien, c'est-à-dire que s'il y a 1 an et demi ou 2 ans, quand je me suis séparée, tu m'avais dit que 1 an et demi plus tard, je vivrais avec un mec, je te dirais, je l'aurais bien rigolé. C'est ce que je t'ai dit tout à l'heure quand on était en train de manger la ficelle aux olives, c'est que... À 10h30, c'est possible. Non, j'exagère, il était 12h30. C'est qu'il y a des moments dans ma relation où je vais avoir des éléments qui sont triggers, pas spécialement dans la sexualité, mais dans ma relation amoureuse, des choses qui vont me blesser ou des choses qu'on va me dire et qui vont être compliquées à recevoir. Et je trouve ça délicat de faire le tri entre
est-ce que ça me trigger parce que j'ai cette blessure à l'intérieur de moi, j'ai cette peur qui naît de mes anciennes relations, qui naît de, je sais pas, de mon enfance, j'en sais rien, parce que je suis quand même assez dans le développement perso et tout, ou est-ce que c'est vraiment quelque chose qui n'est pas juste dans ma relation? Par exemple, moi, je suis quelqu'un qui a besoin, un de mes 2 langages de l'amour, je dirais que c'est les moments de qualité et le toucher. C'est-à-dire que j'ai besoin d'être touchée. Moi, j'ai besoin qu'on me pose une main sur l'épaule quand on fait l'amour avec moi, par exemple. Je note. Et j'ai besoin de passer des moments avec l'autre, de créer du lien avec l'autre, de vivre des choses ensemble dans la joie. Et par exemple, j'ai eu dans des relations passées des personnes qui étaient moins dans ce langage de l'amour et qui, c'était pas très grave si on se voyait pas tous les deux. Genre, on pouvait avoir un week-end ensemble tous les mois ou tous les 2-3 mois, c'était très bien. Moi, pas du tout. Et je dis pas que les amitiés sont pas très importantes. J'ai des amitiés très importantes, etc. Mais en tout cas, moi, j'en ai besoin. Et aujourd'hui, dans ma relation actuelle, j'ai un partenaire qui fait plein de choses. C'est assez ouf. Il a fait le Festival d'Avignon, s'il te plaît. Il a rempli complet toutes ses salles. Genre, le mec est une star. Anyway, c'était la pub. Méga resta, quoi. Ouais, Okay. méga resta. Il fait de la chorale et tout. Bref. En plus, vous étiez dans l'appart de mon on était papa. dans l'appart de ton papa. Ouais. Bah oui, à Avignon. Putain, mais trop bien. C'était ouf. Et vraiment, il a tellement rempli les salles qu'un jour, j'avais pas de place pour y aller. J'étais là, je viens à Avignon pour te voir. Et genre, j'ai pas de place pour ton spectacle. Ouais, c'était un moment rigolo. Enfin, pas trop rigolo. Tu t'es bu un petit rosé pampe sur la terrasse. Non, j'ai pu finalement rentrer et tout. Mais bref, il y a des moments où, par exemple, je vais me sentir blessée si, par exemple, un week-end, il a des trucs à faire. Et mon apprentissage de cette année, c'est, même si je ne sais pas si je suis blessée parce que c'est pas juste pour moi dans la relation ou si c'est parce que j'ai un paquet de blessures qui se sont faites comme s'il y avait une faille pas cicatrisée et donc je me sens très fragile sur ça à certains moments. Je dis pas que je veux passer tous les week-ends avec lui. Je donne pas tous les détails parce que j'essaie de garder un peu d'intimité dans cette relation. Bah, je lui en parle quand même. En fait, l'apprentissage, c'est, comme tu disais tout à l'heure, communiquer, même quand parfois c'est pas clair, même quand parfois c'est flou, mais essayer de verbaliser. Et ça fait que je lui dis, écoute, là, je me sens un peu blessée, là, c'est compliqué. Et je lui dis clairement, je me sens blessée par ce qui se passe et je sais pas d'où ça vient et je sais pas si c'est moi qui abuse ou si c'est juste pas juste pour moi. Et en fait, de m'autoriser à être très vulnérable dans ces moments-là et d'être la meuf qu'on appelle relou. En fait ça donne une liberté de ouf dans la relation parce que ça désamorce une tension ou une blessure en 5 minutes au lieu de la garder pendant hyper longtemps. Donc ça fait gagner du temps. Ça fait vraiment gagner du temps et c'est accepter que j'ai cette vulnérabilité. Et puis aussi l'apprentissage de cette année, c'est que moi je suis quand même une nana où j'aime avoir mené ma propre barque, avoir mes trucs, et là je suis avec un mec un peu plus âgé, je suis en dépendance financière totale et c'est la féministe en moi est vraiment en mode c'est pas possible. Ça va pas le faire. Ça va pas le faire. Et en fait, d'accepter que là, j'en suis là et que c'est OK. Et que ça peut aussi être très sain et très chouette. D'être juste dans ces transitions et d'être soutenu dans des transitions. Donc, si c'est des étapes de vie qui sont faites en conscience, tu connais les raisons, en fait, c'est cool. C'est juste, t'es soutenu par des gens, il n'y a pas besoin de chercher midi à 14h, c'est OK. Trop bien d'avoir des gens qui t'aident à faire ce que tu veux faire. Donc voilà, je dirais, pour résumer, accepter ce qui est et recevoir l'amour de l'autre quand il est vraiment aussi beau. Et puis, trier ses émotions, ses blessures et tout, c'est un vrai travail et on n'est pas obligé de toujours tout réussir à trier avant de communiquer avec l'autre. Et est-ce que justement, quand tu communiques avec l'autre, t'as avant une espèce de petite angoisse de ta peur de le dire à l'autre? Est-ce que ça te fait un peu l'effet d'un faut qu'on parle quand tu dois lui en parler, ou est-ce que le dialogue s'est libéré tellement naturellement que t'arrives à hyper facilement exposer les choses et sans avoir peur d'être jugée? Ça dépend. En fait, plus je lui parle, plus c'est facile parce qu'à chaque fois, il me prouve que je peux parler et que c'est bien reçu. Donc ça m'aide, mais ça dépend des sujets de conversation. Il y a des sujets, là, par exemple, le coup de je me sens blessée parce qu'on passe pas assez de temps ensemble. Clairement, on passe énormément de temps ensemble. Donc là, c'était ma blessure. Mais par exemple, il a été assez authentique et honnête et ouvert à discuter, comprendre ce qui se passe, comprendre d'où ça vient. Et donc, en fait, ça a été super bien reçu. Donc moi, petit à petit, on a trié, on a vu ce qui était juste. Je me suis sentie super écoutée. Genre, après, il y a eu des choses dans notre relation qui se sont... Oui, genre, il a fait des trucs qui lui passaient... Enfin, il m'a rassurée, en fait. Même si il sentait que c'était peut-être une blessure qui appartenait pas à notre relation, il a quand même fait des choses pour que je me sente bien. Donc, en fait, je me sens toujours écoutée. Et ça... Mais il y a toujours... Pas toujours, mais il y a, je dirais, 50% du temps encore, le petit moment avant que je parle, où je me suis dit, OK, vas-y. Mais c'est qu'intérieur. Lui,
Tu vois, il va manger ses céréales le matin. J'ai passé ma journée dans le noir. Donc voilà. Ok, cool. Je dirais que c'est ça. Et ça, on va terminer cool, ce... Non, mais c'est cool d'avoir une relation cool, saine. Ça, c'est le gros fun. Hein. Non, franchement, on n'est pas pour être dans des relations pour se faire chier. Et la dernière chose, on va terminer juste en expliquant, en disant, en 2 phrases. Tu vas y arriver en 2 phrases? Oh là, bah non, je suis pas concise. Que toi, tu pars au Pérou et moi, je pars au Brésil. Attends, je peux dire un autre truc? Vas-y, dis un autre truc, c'est bien. Ça va encore être un épisode de 55 minutes, d'1h30. Non, parce qu'on n'a pas parlé de ça, et ça, je crois qu'on en avait parlé, parce que je fais un peu écho à ce dont on a déjà parlé. En fait, j'ai révisé. Vas-y. On avait parlé de l'importance de l'amitié. Oui. Enfin, de l'importance de revaloriser toutes les relations. Grave. Et de plus mettre genre l'amour sur un piédestal. Et c'est, je pense, beaucoup ce que cette année m'a appris. M'a apprise. Car c'est l'année qui m'a apprise. Ouais. C'est que je pense que comme justement j'ai eu ces 4-5 mois où j'ai pas du tout eu de relation sexuelle, amoureuse avec qui que ce soit, et je crois que c'est la première fois où cette période a été si longue, entre guillemets, et que j'ai pas ressenti de manque du tout. Et je pense qu'une des raisons principales, c'est que j'ai donné énormément de place à d'autres types de relations qui sont plus de l'ordre de l'amitié, des liens familiaux, enfin des liens avec des personnes proches, mais qui sont pas de l'amour, et à vraiment chérir beaucoup plus ces moments. Genre, je sais que j'ai genre quelques amis avec lesquels je me suis vachement rapprochée cette année. Et genre, je sais pas, je pense que au final, comme ça, en plus, ça fait assez longtemps que j'habite dans la même ville à Paris, donc je finis par avoir un cercle de personnes que j'ai rencontrées ces dernières années dans ma vie. Et du coup, je me sens super entourée et plein d'amitiés que j'ai construites sur le long terme et de gens qui sont là depuis très longtemps. Et je me suis rendu compte que à chaque moment où j'ai eu des relations amoureuses, j'ai toujours énormément privilégié, donné plus de temps à ces relations amoureuses. J'ai toujours fait passer ça en priorité. Et là, j'aurais expérimenté ces 4-5 mois où je pouvais vraiment agir sans avoir aucune pression mentale de une personne avec qui t'es en relation amoureuse que tu dois avoir ou quoi. Je me suis rendu compte que j'avais envie de donner trop de temps à mes amis. Genre, j'ai vraiment jamais fait autant de soirées pyjama de ma vie. On dit ça sachant que t'as une de tes potes dans ton lit parce que vous avez fait une soirée pyjama hier qui est très discrète sur son téléphone pendant qu'on fait l'interview. Merci beaucoup. Et du coup, ouais, il y a vraiment ce truc où je sais pas, genre je chéris beaucoup plus ces moments et je ressens des sentiments de bien-être et de plénitude. Genre je suis posée avec 3 potes dans mon lit, on regarde un film, on mange des glaces et je suis là genre, mais c'est ouf, c'est trop un moment de bonheur de fou. Et que je conscientise de plus en plus. Avant, je voyais toujours ça comme quelque chose un peu plus faible émotionnellement. Et maintenant, je sais pas, genre, je me réjouis de ouf quand je sais que je vais passer ce genre de moment. Et je pense que c'est très, très important. Et enfin, ça m'a vachement fait du bien d'avoir ces 4-5 mois où j'ai agi un peu comme ça. Et là, par exemple, j'ai commencé à revoir personne, nouer une relation avec quelqu'un que je vois assez régulièrement. Mais par exemple, j'ai pas du tout la même démarche qu'avant où ça y est, je commence à crocher sur quelqu'un, ça commence à être très cool, j'ai envie de voir la personne tout le temps et je nexe tout le reste. Genre pas du tout. Genre c'est les premières fois que je me dis ok, trop cool, j'ai vraiment envie de voir cette personne. Mais pour autant, là ce truc que j'avais prévu avec cette pote, même si je la vois 2 fois par semaine, là j'ai trop envie de la voir et en fait, je vais la voir et je vais pas mettre la priorité sur une relation sexuelle ou amoureuse ou quoi. Genre je dois autant prioriser mes relations d'amitié et même ce truc de genre je sais pas, des fois, tu vois tes potes en début de soirée, après tu vas voir ton mec pour dormir avec. Des fois, franchement, je suis là en mode, mais non, viens, on passe vraiment toute la soirée ensemble, c'est trop bien, on dort ensemble, c'est cool. Enfin, de réappréhender les moments que tu peux vivre en couple, tu vois, mais avec des potes. Et genre, de plus trop catégoriser les moments en mode, genre, le Netflix and chill, c'est qu'avec mon mec en se faisant des câlins, tu vois. Non, tu peux grave faire ça avec tes potes, tu vois. Enfin, t'as plein de trucs qu'il faut décompartimenter, tu vois, j'ai l'impression. Et ça, je le fais de plus en plus. C'est une conclusion géniale parce que ça... Voilà, bravo Coraline, vraiment t'es la best. Parce que ça rentre complètement en résonance avec cette bande-annonce quand j'avais fait le début de la saison 2 sur moi je veux vraiment vivre des amours multiples avec des amitiés multiples. Et ça me fait rire parce qu'en t'entendant parler, je me rends compte que genre les blessures que je peux avoir de mes relations passées, c'est genre de pas passer assez de temps avec mes partenaires. Enfin, d'avoir peur que mes partenaires ne veulent pas passer du temps avec moi, parce que c'était un peu ça. Et en même temps, je suis dans un moment où j'essaie de privilégier à fond mes amitiés. Donc, je me dis, il y a vraiment un équilibre qui se fait dans le fait d'avoir des moments de méga présence avec mon partenaire. Et justement, ce que tu disais tout à l'heure, l'importance de l'instant présent, de savourer les moments que tu as avec la personne. Et ça crée tellement de présence qu'après... tu peux aller voir tes potes ou des choses comme ça va jamais être comme si c'était à l'encontre de ta relation. Parce que ce que t'offres à ta relation, c'est de la vraie présence. Donc après, t'offres de la vraie présence à d'autres amitiés. Et cette année, j'en ai déjà parlé dans des podcasts, mais il y avait un moment où j'étais genre à la Cambrousse, j'étais avec mon mec et une de mes meilleures potes et on regardait Bridgerton. Bref, j'ai une série.
Et en fait, mon mec lisait Le Monde parce que c'était pas son truc. Et moi, j'étais avec donc cette meilleure pote et genre, on se fait toujours des caresses sur les bras. C'est genre vraiment un truc. Et par exemple, elle est venue dormir souvent à la maison depuis que j'ai déménagé. Et genre, mon mec, il était trop gentil, il m'a dit tu sais, tu peux dormir avec elle si tu veux, je sais. Et en fait, je sais que tu veux dormir avec elle. Bon, finalement, non, parce qu'elle était en mode mais vas-y, dors avec ton mec, c'était assez drôle. Mais il y avait vraiment ce truc de... Ouais, je pense que toutes ces conversations avec toi et ma rupture m'a aidé à voir comment chérir vraiment toutes les relations. Et tu vois, avant, je pense que... Enfin, tu vois, si j'avais rencontré mon mec avant de rencontrer ma meilleure pote maintenant, je sais pas si j'aurais osé dormir avec elle dès que j'allais chez elle, tu vois. Oui. Par exemple. Et là, vu que j'ai rencontré mon mec avant et que c'est ça depuis le début et tout, et lui il est vraiment méga safe, il n'y a pas de questions qui se posent, et en même temps c'est des moments d'amitié qui sont ouf quoi, et je sens que ça me nourrit énormément et ça fait du bien, voilà. Donc on est vraiment sur ce spectre d'amour. C'est vrai que c'est ça que je trouve trop cool de réussir un peu décompartimenter des actes, tu vas se dire cet acte-là, cette situation est réservée au couple, ça c'est réservé à l'amitié. En fait en soi les choses sont beaucoup plus fluides, on se met des espèces de barrières, mais je veux dire, c'est pas parce que tu caresses le bras de quelqu'un que t'as envie de coucher avec, déjà. Non. Genre, clairement. Non, je sais pas, il y a vraiment un truc qui est plus... je sais pas, genre, de juste se laisser vivre les choses comme on les entend et de revaloriser ce moment que tu peux passer avec des potes et se dire que ça peut être aussi précieux que ceux que tu passes avec ton mec. Mais je suis d'accord, l'équilibre est dur à trouver parce que moi, de la même manière, je sais que j'ai trop envie de donner ce temps à mes potes, mais je sais que si, par exemple, la personne avec qui je suis en couple fait la même chose de l'autre côté... Tu peux facilement te sentir lésé, te dire ah ok, il veut chérir ses moments avec ses amis et peut-être il va les privilégier, sa priorité ça va pas être moi, ça va être ses amis. D'un côté, je le comprendrais totalement puisque je veux faire pareil et j'aspire à faire exactement pareil. Mais le fait est qu'il faut détacher un peu son ego de ce truc, enfin réussir à enlever sa responsabilité de cette histoire. C'est-à-dire de se dire c'est pas moi qui fait qu'il veut aller voir ses amis parce qu'il s'emmerde avec moi, c'est plus genre il veut donner du temps à ces gens, il veut donner du temps à moi, c'est deux choses indépendantes et l'une n'est pas liée à l'autre. Mais je pense que s'il t'offre des moments de qualité incroyables quand vous êtes ensemble, ça te nourrit tellement que c'est beaucoup plus facile. Oui, non mais c'est sûr. Voilà, mais en tout cas la conclusion de Terres Intimes, un peu chaotique cet épisode mais assez drôle. Enfin, on a pas mal parlé de mille choses. C'est plutôt très organisé. Organisé. Bah ouais, franchement. Voilà, mais j'avais vraiment envie de faire un épisode de fin d'année parce que j'ai un petit côté psychorigide. J'ai un épisode spécial Noël depuis 3 ans. Je veux pas changer. Arrêtez. Donc merci Corinne d'avoir pris ce temps. De rien, puis je vous souhaite des très belles fêtes de fin d'année, beaucoup d'amour. Puis si vous êtes une femme avec un homme qui est votre socle quand vous êtes en mode anxieuse, c'est ok. Et si vous êtes une femme qui veut pas faire de fellation, c'est ok. Je cherche un peu les conclusions de cet épisode. Ouais, c'est hyper bien résumé. Ouais. Cool, hein. Moi, je suis assez nulle pour synthétiser les choses, hein, donc je te laisse conclure. Hein. Bah écoutez, pour conclure, je vais vous faire des gros bisous. Je vais vous dire à bientôt en 2024. Il y a des belles choses qui vont arriver. J'espère pouvoir les réaliser parce que j'avais quand même écrit un podcast sur le deuil amoureux. Genre tous les épisodes sont écrits et j'ai toujours pas enregistré. Mais tous les épisodes sont écrits. Mais en tout cas, il y a toutes ces choses. J'ai envie que ça se mette en place. J'essaie d'organiser ma vie de sorte à ce que. En tout cas, merci pour tout votre soutien, toute votre écoute. N'hésitez pas à mettre 5 petites étoiles parce qu'en vrai, c'est hyper... Mais je l'ai même pas fait, moi, ça. Tu vois, non, mais toi, t'es la pire. Mais tu mets genre, ça la meuf est la plus présente dans le podcast. Bah, en fait, quand tu vas sur Spotify, par exemple, t'as genre mettre des étoiles, tu peux en mettre 5, mais en pas 3, s'il te plaît. Non, je vais vraiment mettre 5. Et après, sur Apple Podcast, tu peux en mettre 5. De qualité, hein. Ah, oui. Et après, tu peux mettre aussi un commentaire sur Apple Podcast. Ça fait genre, ça aide trop le podcast. Ok. Voilà. Mais comment j'ai ça? J'ai pas... Si t'as pas le podcast, tu peux faire télécharger l'application. Pourquoi j'ai parlé comme quelqu'un qui avait 90 ans? Non, mais tu prends là où tu peux et puis tu mets des notes si tu peux, tu vois. Voilà, mais je dis ça parce que Mais c'est vrai que ça aide tout. Ça aide vachement. Fait boucle avec notre première question de la vie tumultueuse de podcasteuse indépendante. Ouais, et en fait, faut donner la force. Faut donner la force et ça marche comme ça. Bon, on va couper court à cet épisode de bilan et merci à tous. Je vous fais des gros bisous et bisous Coraline. Merci beaucoup. La bise. J'ai dit la bise. Merci du fond du cœur pour votre écoute. Merci à Coraline pour cette matinée dans sa chambre et à son amie pour avoir été aussi discrète, même quand on la faisait rire. Et merci la vie pour tous les cadeaux et tout l'amour. Je vous retrouve en 2024 et si vous avez envie de good vibes, de Brésil, d'amour, de joie et de musique, je vous invite à vous abonner à mon compte Instagram Juliette fait la révolution. En tout cas, je vous souhaite de belles fêtes de fin d'année, qu'elles soient aussi joyeuses que douces.